Salut Eric. Salut David. Bon, bah, ça me fait plaisir de te recevoir à nouveau sur Limitless Project pour parler pour un sujet et un épisode spécial autour de la chaleur, puisque je prépare un ultra trail en Namibie où il risque de faire 50 degrés la journée. Et puis de façon générale, en fait, c'est transférable à plein de choses. On peut s'interroger notamment sur l'évolution climatique et donc la nécessité d'être adapté à ces conditions et ces contraintes qui sont de plus en plus importantes. Et puis peut-être aussi voir dans quelle mesure la chaleur peut être un facteur d'adaptation de type hormétique, de telle façon, on entend parler parfois des entraînements en altitude, etc. Est-ce que potentiellement l'entraînement en chaleur pourrait aussi avoir des avantages? On pourra parler d'hydratation, d'électrolytes, et puis de la chaleur en récupération, par exemple le sauna. Donc voilà, donc ça fait pas mal de sujets potentiellement assez intéressants, mais avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet de cet épisode un peu spécial, je te propose déjà de me raconter si tu as une petite routine du matin. Qu'est-ce que tu fais le matin pour te sentir en pleine forme et capable d'exprimer ton plein potentiel? Les routines, en fait, depuis qu'on a fait le podcast ensemble, il y a quelques années maintenant, le temps passe quand même assez vite. C'est toujours les mêmes. J'ai toujours les mêmes, c'est-à-dire que je vais aller faire mon petit footing de 45 minutes à 1 heure. Souvent j'écoute un podcast qui fait que depuis maintenant 5 ans, vous pouvez imaginer, j'y vais tous les jours. Donc, je fais 45 minutes à 1 heure et j'écoute un podcast. Donc, vous pouvez imaginer le nombre de podcasts que j'ai pu écouter, notamment le tien d'ailleurs. Je te félicite pour tout le travail que tu as engagé et qui dure et qui perdure. Et j'essaye aussi au matin, déjà, je me lève sans réveil. Donc ça, c'est une chose importante. J'essaye de ne pas justement brusquer et de dormir de telle manière à ce qu'il y ait l'obscurité, de travailler vraiment sur le côté de la mélatonine et du cortisol, hein, comme tu aimes bien le dire, et d'avoir aussi une lecture journalière, c'est-à-dire j'essaye d'avoir au moins 30 minutes. Là, j'étais ce matin sur justement les vertus de l'échec de Charles Pépin que j'étais en train de lire. Et en fait, j'ai 4, 5 livres en cours. Mais j'essaye de les terminer quand même et de prendre des notes. Et on pourra en parler, mais sur le côté du deuxième cerveau, je me construis un deuxième cerveau avec notamment Evernote ou Obsidian. Et ça, c'est important aussi. Ça permet de construire aussi, de passer une bonne journée. Et au fur et à mesure, je prends des notes et puis ça me permet d'avoir tout un système sur lequel je peux revenir de révision, d'écrire des choses, parce que je suis toujours un peu dans ce processus aussi un peu d'écriture. Bon, Eric, entre ton travail, tes startups, tous les livres que tu lis, les podcasts que tu écoutes, on voit que tu nourris quand même ton intellect de façon assez importante. Et comme tu l'as dit, plusieurs années se sont écoulées depuis notre premier échange. Est-ce que tu as fait des découvertes un petit peu structurantes sur cette période que tu aimerais partager avec moi et avec nous? Les choses structurantes, c'est que, on va dire, c'est les réflexions notamment sur le versant de l'addictologie, de l'addiction. Parce qu'en fait, ce sont des processus pour moi qui sont très très importants et notamment sur le système de la récompense. J'ai passé un DU1 à addictologie cette année. Et c'est de se rendre compte et de prendre conscience qu'à un moment donné, on a tous plus ou moins des conduites qui pourraient être addictives puisqu'on a un système de récompense qui fonctionne très très bien et donc qui va générer après au niveau émotionnel pas mal d'émotions évidemment et puis on peut pas justement les mettre de côté toutes ces émotions. Mais le problème c'est que voilà ça peut devenir un système un peu en boucle et rester en boucle et sans qu'il y ait des fonctions exécutives, sans qu'il y ait une possibilité à un moment donné on en a parlé un peu en off, de décélérer, d'avoir une nature un peu réflexive autour de ça. Donc d'où l'idée de prise de notes. Moi, je travaille justement sur des prises de notes pour que je puisse après y réfléchir et revenir dans mes lectures, dans les podcasts, dans pas mal de choses, et sans partir dans quelque chose justement de totalement finalement qui est uniquement basé sur l'émotionnel et sur le circuit de la récompense. Donc j'essaie d'aligner en fait ce versant du circuit de la récompense avec le côté émotionnel et des fonctions, on va dire, exécutives qui sont aussi le côté rationnel des choses. Ce qui permet aussi à un moment donné de souffler, de prendre des pauses, de travailler sur des vertus, de travailler sur pas mal de choses. Et moi, je fais de l'accompagnement mental, donc aussi de travailler sur ces versions un peu de mentorat
de calme, d'écoute active. Mais vraiment, il faut les préciser à un moment donné, et puis rentrer dedans, ça prend du temps. La patience, notamment. Et du coup, tu parles de ces prises de notes parce que sinon, tu aurais tendance à être boulimique d'informations, lire, et en fait, ça nourrit ton circuit de la récompense parce que toi, tu es quelqu'un de très curieux et intellectuel, sans pour autant que ça se traduise par une utilité dans ta vie quotidienne, quoi. Exactement, c'est ça. C'est un petit peu comme toutes les addictions. En fait, c'est très Canguilhem, c'est-à-dire du normal au pathologique. Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui est pathologique? Et même, il faudrait pas parler de normalité, il faudrait parler de normativité. Dans la normativité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'essaie de construire justement des normes pour pas tomber dans un versant pathologique. Et le côté pathologique, il est dangereux parce qu'en fait, il peut amener justement des blessures, il peut amener des maladies, il peut amener pas mal de choses, quelles qu'elles soient. Donc, les maladies aussi du cerveau, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est dans une version justement addictive, on n'arrive plus à contrôler. On n'a plus de système GABAergique, hein, donc on n'arrive plus à contrôler. Donc à un moment donné, il faut trouver une sorte d'équilibre aussi bien, on va dire, dans l'espace-temps, sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme. Bien sûr qu'il faut se projeter sur des objectifs, on va y revenir et t'en fais partie puisque là, tu as un objectif de faire une course où il va y avoir de la chaleur, donc tu programmes, tu projettes, etc. Il faut qu'il y ait de la circuit de la récompense, c'est important. Mais en même temps, il faut le construire. Il faut être en capacité de le construire de telle manière à apprendre aussi. On est là-dessus aussi, à apprendre à se connaître, comment on fonctionne, comment on va y réagir. Et tu parlais d'adaptabilité. L'adaptabilité, c'est l'intelligence humaine, normalement. Comment on va le construire? Parce que potentiellement, j'imagine que peut-être il y a des gens qui vont manquer de motivation vis-à-vis d'objectifs et d'autres peut-être qui en ont trop, qui sont addicts. En fait, c'est marrant parce que on voit l'addictologie généralement liée aux achats impulsifs, liée au sucre, liée à l'alcool, liée aux drogues, etc. Alors que ce que tu nous montres là, c'est que l'addictologie, on la retrouve aussi potentiellement dans la boulimie d'information, dans le fait de trop travailler ou de poursuivre des objectifs comme celui que je prépare et que tu cites. Donc l'idée, c'est justement de maintenir une motivation suffisante, donc d'utiliser de façon positive ces processus du cerveau pour atteindre des objectifs, sans pour autant se perdre dans la poursuite de ces objectifs. C'est ça? Ouais, c'est tout à fait ça. C'est assez complexe, c'est-à-dire que à un moment donné, on peut tous avoir un processus addictif, quel qu'il soit, et notamment, on le voit bien. Là, c'est le gros sujet, moi, que j'ai travaillé sur ce DU d'addictologie, ce sont les écrans. Il n'y a pas vraiment d'addiction aux écrans, en fait, au bout du compte, mais il peut y avoir entre guillemets, une version où on va passer du temps. Alors justement, c'est défendable cette idée, et c'est une idée qui commence à germer. Parce qu'en fait, si tu es sur Oise, tu vas chercher une destination, tu regardes ton écran, donc, mais tu n'es pas dépendant finalement à l'écran. Est-ce que tu es dépendant? Déjà, c'est une question. Parce que finalement, tu prends pas la carte, une carte comme on avait avant, où tu vas décider de travailler différemment ton cerveau. Finalement, est-ce qu'on peut parler d'une certaine dépendance? La dépendance, c'est le côté corporel qu'on a vis-à-vis d'une consommation de quelque chose. Et l'addiction, c'est une version, on va dire, voilà, après intégrative, mentale, etc. Et c'est là où il y a la barrière et la limite, et notamment sur les écrans, on voit bien qu'on passe beaucoup d'heures. Là, par exemple, on est en train d'enregistrer un podcast, on va être sur un écran sur quelques heures. Tu vois, donc euh, c'est vraiment le versant finalement de plus s'en rendre compte, et le temps passé, le temps qu'on va accorder, notre attention sur quelque chose de particulier peut amener un côté addictif. Bon, c'est riche de perspectives, ça pourrait faire l'objet de tout un podcast. Je vais éviter de rebondir à nouveau dessus Ouais, parce que sinon on va pas parler de la chaleur.
justement, pour parler de la chaleur, peut-être qu'on pourrait démarrer par le fait de Mhm. dire qu'on est un animal à sang chaud, ce qui veut dire qu'on a une chaudière intégrée. Mhm. Donc, initialement, dans l'histoire de l'évolution, il y avait les premiers animaux étaient des animaux plutôt à sang froid, ce qui fait qu'ils étaient dépendants de leur environnement, de leur exposition au soleil, etc. Pour créer de la chaleur. Donc, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les animaux à sang froid, ils ont le sang chaud aussi. C'est simplement qu'ils n'ont pas la capacité de le réchauffer eux-mêmes. Et nous, en tant que mammifères, on a la capacité à réchauffer nous-mêmes notre sang, ce qui nécessite notamment d'ingérer plus de calories, parce qu'on doit avoir un métabolisme qui est plus élevé pour avoir cette chaudière intégrée. Donc c'est déjà intéressant de s'apercevoir qu'on a vraiment un système de chauffage au sein même de nos cellules, qui est médié d'ailleurs potentiellement par ce découplage mitochondrial, etc. Et, euh, et tu vois, déjà rien que ça, on a tendance à l'oublier parce qu'on n'est plus exposé ni au froid ni au chaud, mais on a vraiment cette capacité à thermoréguler notre milieu interne de façon endémique. Oui, ce que tu évoques, c'est très important parce qu'en fait, nous, on est vraiment ce qu'on appelle des espèces endothermes et homéothermes, ce que tu évoques là, hein. C'est-à-dire que on génère, nous, de la chaleur métabolique et quand on va faire un effort, on va générer encore plus de chaleur. Ça, c'est très, très important pour la suite et de comprendre un peu comment on va fonctionner, justement, et selon l'intensité d'effort qu'on va produire. Parce qu'en fait, la température corporelle, nous, elle va être constante, c'est-à-dire qu'on va fabriquer finalement de la chaleur pour tenir une température constante. Mais d'un autre côté, c'est quand on va produire un effort, on va en produire un peu plus. Ce que tu évoques aussi, c'est qu'il y a aussi d'autres espèces dans le monde qui sont ce qu'on appelle les ectothermes et les poikilothermes. En fait, c'est eux, ils obtiennent de la chaleur extérieurement, c'est-à-dire leur température corporelle varie avec l'environnement. Donc, c'est aussi une adaptabilité complètement différente. Et nous, notre espèce, mais on fait partie des mammifères. Donc, mais il y a d'autres espèces qui ne sont pas forcément des mammifères, ce que tu évoques, qui eux obtiennent de la chaleur complètement différemment. Ce qui va être intéressant et important, c'est vraiment partir de là. C'est-à-dire que nous, on va générer de la chaleur d'un point de vue métabolique et on va plus ou moins en générer selon finalement l'effort qu'on va fournir Et d'ailleurs, je dis, on et va en selon le générer milieu évidemment. Mm. tu dis qu'on va en générer Mm. selon l'effort qu'on va fournir. En réalité, tu vois, ce qui pourrait peut-être, dans certaines conditions, être une contrainte, c'est-à-dire que avoir un effet d'emballement parce qu'il fait chaud dehors et qu'en faisant de l'exercice, on crée de plus en plus de Mm. chaleur et donc on rentre en hyperthermie. À la base, c'est quand même un processus qui est hyper utile parce que on le voit par exemple après avoir fait un bain froid, et ben tu vas avoir des petits frissons. Ces petits frissons, en réalité, c'est des millions de contractions musculaires qui augmentent notre métabolisme et nous permettent de nous réchauffer. Donc, initialement, ça répond quand même à un besoin de survie, quoi. Et Oui, on est super euh, bien fait. On est très très bien fait parce qu'en fait on a la capacité de faire de la vasoconstriction, de la vasodilatation. Donc au bout du compte de minimiser les pertes ou de libération de chaleur par la peau. Donc ça c'est aussi des choses intéressantes et importantes. Oui, du coup, vasoconstriction, vasodilatation, en fait, quand tu mets du chaud quelque part, on peut avoir cette analogie de dire que on amène du sang à cet endroit-là, et quand on met du froid, on l'éloigne. Et donc ça peut mettre en perspective aussi les protocoles qu'on peut utiliser, soit pour gérer une blessure ou en récupération. Est-ce que j'ai plutôt envie d'amener du sang dans la zone en question, ce qui va potentiellement permettre aussi d'amener des molécules inflammatoires ou anti-inflammatoires, etc., d'évacuer des métaboliques, des déchets, etc. Ou bien est-ce que j'ai plutôt intérêt à enlever quelque part du sang pour une raison X ou Y, tu vois? Tout à fait. Donc c'est vrai que il y a aussi, on va y venir parce que je pense que tu vas amener aussi un peu le débat là-dessus sur le côté de la thermorégulation, notamment chez nous en fait. La thermorégulation, elle existe chez les mammifères, mais nous, on est les seuls à avoir une thermorégulation bien spécifique, notamment par rapport à notre fait de transpiration. Et notre corps, il est capable de produire des choses que un animal ne fait pas. Lui, il va plutôt faire un allaitement, alors que nous, on va avoir un système de transpiration, donc dans la thermorégulation. Et c'est là où tout le débat qui est vraiment intéressant à comprendre et à connaître. Excuse-moi, il y a des moments, j'ai des lags. Ouais, Et donc, ouais.
Ouais, cette capacité à transpirer, ça a vraiment été un avantage évolutif majeur. Et c'est ça qui a fondé historiquement cette fameuse chasse à l'épuisement, parce que les autres mammifères, donc les antilopes, etc., elles étaient capables de sprinter beaucoup plus rapidement que nous, mais elles déplétaient beaucoup moins efficacement la chaleur, donc elles sont obligées de s'arrêter régulièrement. Et puis nous, eh bien, on est probablement plus lent, mais en apportant cette contrainte, bah, on les forçait à courir, à s'arrêter, à courir, à s'arrêter. Et au bout d'un moment, elle mourait d'hyperthermie. Ouais, ouais, enfin, ce phénomène a été quand même pas mal expliqué, notamment. Et puis nous, avec notre start-up, La Éruption, avec les chercheurs comme Nicolas Bouscarène, qui fait sa thèse avec Guillaume là-dessus, Guillaume Millet sur le sujet. On a aussi Bruno Lemarchand, Laetitia Berly, que je salue, hein. On développe vraiment cette connaissance, ce besoin de connaissance justement, comment on fonctionne dans des conditions de chaleur, et de chaleur aussi même extrême. On a un système, nous, qui nous permet d'évaporer, qui nous permet d'avoir aussi un système de convection et aussi de radiation. Et il faut bien comprendre qu'il y a ces trois versants sont essentiels à bien comprendre, parce qu'après on va avoir un effet justement sur le versant de pathologique, de protection, etc., qu'il faudra bien comprendre. C'est-à-dire la convection, ça va être important de la comprendre et de la connaître, parce que si on va suer, c'est-à-dire il y a un système d'évaporation, si la sueur n'est pas évacuée, notamment par la convection. Vous voyez, enfin, tu vois, c'est-à-dire ça va poser problème, c'est-à-dire que le corps va être en surchauffe. Donc, et par exemple, tous les gens qui vont prendre des Sudisette, des Kawaii, ou voilà, c'est une horreur totale, parce qu'en fait, ils vont uniquement perdre de l'eau, et ils vont amener justement des pertes uniquement de liquide, qui peuvent être dangereuses pour l'organisme. Donc là, tu parles de gens qui voudraient augmenter leur transpiration pour perdre du poids, par exemple, c'est ça? Hum. C'est ça, exactement. Et c'est un système assez dangereux finalement, d'amener le versant, de couper le fait de l'évaporation, par exemple, et notamment de cette convection qui peut être faite, parce que il peut y avoir de l'air qui vient justement enlever ce versant de la sueur, parce que en fait on a un système, on est super bien fait, c'est-à-dire que la sueur permet de refroidir notre organisme. D'accord. Et au bout du compte, bah, en mettant une couche supplémentaire, on va ne pas permettre de la sueur d'évacuer. Donc, on prend un risque là, et on pourrait même finalement mourir de chaud. Et je crois que c'est arrivé dans des conditions froides. C'est-à-dire quelqu'un qui va se surcouvrir et qui va mettre des couches, des couches, des couches, et qui va faire un effort, par exemple assez violent dans des conditions très froides, il va pas pouvoir évacuer. Voilà, par exemple la sueur, et donc il peut aussi lui-même entre guillemets s'étouffer, faire une sorte de cocotte minute. Voilà, c'est qu'il y ait de possibilité d'évacuer cette chaleur. Ouais, j'ai lu un Donc c'est livre dangereux. récemment, Seul sur l'Everest, Mm. d'un gars laissé pour mort sur l'Everest. Mais avant ça, il avait fait d'autres ascensions, et notamment l'une de ses premières où justement il avait mis une espèce de super doudoune hyper chaude avec une membrane, Mm. machin, etc. Et en fait, il commençait à se sentir très mal. Et le guide avec qui il était a compris un petit peu ce mode de fonctionnement, a ouvert le truc. En fait, il était trempé à l'intérieur, il évacuait pas du tout cette chaleur, cette transpiration. Et donc, c'est exactement ce que tu décris. Il était en train de mourir de chaud alors qu'il faisait froid dehors, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est assez paradoxal. Et donc, ça met vraiment en perspective bah, l'importance du choix des vêtements, peut-être pour la population générale, et puis dans le cas d'une pratique sportive, notamment quand il fait chaud. Donc, concrètement, qu'est-ce que tu conseilles à ce niveau-là? Bah, moi, ce que je conseille, c'est que là, on est presque dans les conseils, on va dire, d'ordre pratique, qu'on pourrait même terminer là-dessus, mais euh, c'est vraiment de pouvoir évacuer finalement la sueur. Parce qu'à un moment donné, quand on va avoir des conditions de chaleur, notre corps est fait de telle manière qu'il va évacuer, qu'il va produire finalement de la sueur pour refroidir. Voilà. Donc on a une sorte de liquide de refroidissement, mais ce liquide de refroidissement, il vient sur la peau, il vient se mettre sur la peau, et il doit être évacué.
Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut penser à ça, c'est-à-dire que il faut avoir des vêtements, on va dire, qui permettent de pas non plus comprimer totalement la peau, certainement, donc, et des vêtements qui permettent d'évacuer suffisamment la sueur. Voilà, donc ça, c'est vraiment un conseil, on va dire, un des premiers conseils à formuler. Et si tes vêtements ils sont Donc les trempés, est-ce suddisettes, qu'ils évacuent toujours ou pas? vaut mieux éviter. Ma définition du bonheur, c'est d'avoir suffisamment d'énergie pour des projets porteurs de sens, des moments de qualité avec ceux que j'aime et des défis sportifs extrêmes. Forcément, avec une vie aussi intense, j'exploite pleinement ma machine et je dois la soigner en conséquence. L'un des compléments alimentaires qui me semble le plus important pour cela est la coenzyme Q10, qui soutient mon fonctionnement mitochondrial et renforce mes défenses antioxydantes. Il m'avait d'ailleurs été recommandé par l'expert en vieillissement Vincent Foulonneau dans l'épisode 59. Je prends donc chaque jour Q10 Kinone Plus des laboratoires Unae, qui est selon moi le top du top en termes de qualité et de transparence. Et dans le cadre de ce sponsoring, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction avec le code Limitless. C'est une bonne question. Oui, il y a toujours quand même un phénomène de convection qui va se passer, notamment. Mais c'est vrai que d'avoir des vêtements qui... Et maintenant, on a quand même du textile en élaboration de textile qui permet de sécher très vite. C'est pour ça que le, la technologie a bien évolué là-dessus et il y a des recherches qui se font aussi là-dessus sur le côté du textile pour justement que ça sèche assez vite. Et on a du textile technique maintenant qui est vraiment bien. Sincèrement, les entreprises qui s'occupent justement dans l'effort sportif ont vraiment progressé dans ce secteur-là. Ça, c'est une chose à dire, évidemment. Et est-ce que là, je vais pas parler dans une perspective spécialement sportive, mais plutôt dans la vie de tous les jours, parce que j'ai lu des études qui m'ont marqué quand même, Mhm. notamment liées à l'augmentation de la mortalité liée à la température extérieure, et notamment l'été, lors de canicules, etc., chez les personnes à risque évidemment, mais même un petit peu chez tout le monde. Donc, est-ce que cette capacité à gérer la chaleur, justement, à thermoréguler, elle s'entraîne, elle se perd? Est-ce que le fait d'avoir plus de climatisation, etc., par exemple, nous rend moins adaptables et adaptés à la chaleur? On pourrait évoquer deux termes, en fait, cette notion un peu d'acclimatement et d'acclimatation. L'acclimatement, c'est un petit peu comme on a en altitude, c'est-à-dire c'est quand même deux termes un peu différents dans le deux sens de l'acclimatement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va aller courir par exemple en altitude et puis le corps il va être habitué à courir en altitude. Mais l'acclimatation c'est différent, c'est-à-dire qu'il y a des transformations dans le corps, c'est-à-dire augmentation des globules rouges, des transporteurs, etc., d'oxygène. Et c'est deux choses un peu différentes. Par exemple, nous habitons à La Réunion, on a une très forte acclimatation, tu peux t'en douter, puisque comme on habite en permanence ici, notre corps, entre guillemets, c'est tropicalisé. Tu vois. Le côté acclimatement, c'est des phases un petit peu plus courtes, c'est-à-dire quelqu'un qui va venir courir le Grand Raid, il faut qu'il ait fait un travail en amont pour qu'il puisse, que le corps puisse finalement, entre guillemets, avoir ce rappel de dire bon, il y a eu, voilà, je suis habitué en fait à courir sous ces conditions-là. C'est des choses un peu différentes. Mais par contre, le côté de l'acclimatation, ce qui est assez positif et optimiste, on va dire, c'est que il faut une semaine, une quinzaine de jours pour quand même avoir une acclimatation assez rapide à la chaleur. Voilà. Mais si on l'a pas, ça va être difficile en fait justement le corps va pas bien réagir au niveau de l'homéostasie, il va pas forcément bien réagir. Il va avoir des phénomènes notamment de redistribution sanguine, des choses de production de chaleur métabolique qui vont pas être générées de façon optimale, on va dire. Tu vois. Et comment tu l'acclimates alors? Bah, c'est simple, il faut aller tout simplement. Si tu cours, faut courir sous la chaleur, quoi. Hein. Alors, il y a même cette notion. Il y a des gens enfin, il y a des chercheurs et pas que des chercheurs, mais des équipes maintenant qui ont créé des thermorooms. Euh, donc là, je pense notamment à Sébastien Racinet, avec qui Nicolas Bouscarène travaille
qui est Monsieur Chaleur aux Jeux Olympiques, qu'on a invité nous lors d'une émission justement sur ce concept de chaleur. Donc il y a des thermorooms notamment pour les sportifs souvent de haut niveau, qui vont se préparer, qui vont aller faire par exemple les Jeux, parce qu'en fait les Jeux Olympiques sont souvent positionnés à l'été, juillet-août. Bon, après c'est pas l'été partout, mais on le voit bien dans, dans nos sphères là, par exemple à Paris, il peut avoir des grosses chaleurs. Alors, moi, je pense qu'il faut dissocier quand même le côté du pratiquant sportif qui va s'adapter à la chaleur et qui va s'acclimater, de la personne lambda qui, voilà, n'est pas forcément, n'est pas le même profil et la même homéostasie. Parce que, par exemple, quelqu'un qui est en surpoids, qui a des problèmes cardiaques, etc., ça va être un petit peu plus délicat et difficile pour lui de s'adapter à la chaleur, par exemple, parce que son système, le système, on va dire, immunitaire, adaptatif, etc., est quand même beaucoup plus fragile et vulnérable. Donc la personne lambda, elle devra éviter probablement de sortir peut-être dehors à des chaleurs élevées, ou bien c'est quand même quelque Oui. chose qui va petit à petit pouvoir s'adapter et se créer. Bah, en fait, la question que je pourrais te poser, c'est pourquoi elle doit sortir à la chaleur, si c'est pas une obligation. Vaut mieux qu'elle reste dans un environnement tempéré si elle le peut. Donc, parce que il peut y avoir un risque au danger. Maintenant, si elle a l'obligation finalement d'aller faire quelque chose et contrainte d'aller affronter la chaleur, elle doit passer par un stade d'adaptation et d'adaptabilité. Mais si possible, quand on est confronté à des fortes chaleurs, on le voit bien, on arrive à des stades là où on est dans le monde sur des 50 degrés. Avec des. Alors, le degré hygrométrique peut aussi être intéressant et important d'en parler parce que, voilà, justement, l'hygrométrie va amener le fait que c'est difficile d'évacuer la sueur, puisqu'on est dans un environnement humide, un peu comme dans un hammam. Et bien là, il peut y avoir un gros danger. On voit bien, là, on arrive à des températures où commence à avoir beaucoup de décès sur la planète parce qu'on est au-dessus de 50 degrés. Et ce que disait Sébastien Racinet, là, on commence à être borderline sur des limites un peu extrêmes. Bah, tu me demandais, la question c'est pourquoi aller s'exposer à la chaleur si on peut l'éviter. Mmh. La réponse que je t'aurais donnée, c'est justement Mmh. pour s'y adapter et éviter d'être trop désadapté, justement, et éviter que la chaleur soit dangereuse pour nous. Mais de ce que j'entends à demi-mot dans ce que tu dis, c'est que la chaleur, en réalité, Mmh. est pas tant un facteur hormétique que ça. C'est plutôt quelque chose de délétère, en tout cas pour la plupart des gens. Oui, c'est délétère, sauf que voilà, on a quand même, nous, ce versant vis-à-vis de l'animal, on a quand même un avantage. C'est-à-dire on a la capacité dans la thermorégulation à pouvoir finalement avoir un système, on l'évoquait, de sudation, de refroidissement, etc. Mais on arrive après à des températures, quand on est une température corporelle de 37 et quelques, ça dépend des personnes. Euh, mais quand on arrive à 50, le corps va produire beaucoup d'efforts. Il va produire aussi beaucoup d'énergie justement pour travailler à ce qu'il puisse avoir finalement une homéostasie, une température corporelle qui soit viable entre guillemets. Et on va pouvoir en discuter, mais justement dans l'effort, on voit nous les recherches qui sont faites, c'est dans les efforts très courts, notamment, mais courts plutôt, enfin courts. Quand je parle court, par exemple en trail, c'est sur des distances, on va dire de 20-30 km. C'est là où c'est le plus dangereux parce que le corps va produire beaucoup de chaleur parce que l'intensité est élevée. Donc ça veut dire que dans un environnement, c'est pas trop l'environnement en lui-même, il est important, mais c'est aussi comme nous on produit de la chaleur en faisant un effort, on surajoute finalement de la chaleur. Et on continue à faire travailler l'organisme un peu plus, et c'est ça qui est dangereux. Et on le voit bien sur un marathon. Là, Sébastien Racinet a fait pas mal d'études, etc. On peut monter au-dessus de 40, 41, 41,5 de température rectale, ce qui est C'est beaucoup. énorme. C'est énorme. Et c'est là où c'est dangereux. Parce qu'en fait, le corps, à un moment donné, ne pourra plus supporter, n'aura plus le système nécessaire pour refroidir.
Donc, qu'est-ce qu'on fait quand il y a à un moment donné, il y a une surchauffe et quand il y a quelque chose de délétère, c'est-à-dire que là, on est dans le versant pathologique, hein, le coup de chaleur à l'exercice, c'est que l'hyperthermie, elle est au-dessus de 40,5. Là, on commence à être en hyperthermie, c'est-à-dire il y a vraiment une dysfonction du système nerveux central. Alors moi je le dis, c'est important aussi parce que là Nicolas Bisquaren et tout ça, toute notre équipe, on est important. Il y a une désorientation. C'est-à-dire quand vous commencez à voir quelqu'un qui a une désorientation, de la confusion, une sorte d'agressivité, voire du délire, un trouble de la conscience, un comportement irrationnel, là il faut s'inquiéter. Parce qu'en fait là on est en coup de chaleur. C'est-à-dire que la personne, il y a une urgence médicale et c'est la deuxième cause de mortalité chez le sportif. Donc ça c'est important de le dire. Mais on est plutôt dans un cas où là, on est sur des distances assez courtes, où l'environnement est chaud, voire humide, et en même temps, la personne va vraiment produire un effort très, 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 très violent au niveau de l'intensité. C'est là où il y a vraiment généralement plus de côté de problèmes de coups de chaleur, ce qu'on appelle. Et il faut le différencier de l'épuisement à la chaleur, que nous, on étudie aussi sur les épreuves d'ultra, et ce qui va t'intéresser évidemment pour ton épreuve, où là, on est vraiment dans l'incapacité à continuer un exercice, où là, la température, on va dire, rectale est entre 38,5 et 40. Et nous, c'est ce qu'on a vu sur le Grand Raid, c'est-à-dire on n'est pas au-dessus de 40. Le coup de chaleur, ça fait peur quand on t'écoute. Et pour autant, si moi, par exemple, là, je vais courir dehors, je sais pas, à midi, et qu'il fait chaud dehors, etc. Potentiellement, j'ai un coup de chaleur. Si je suis désorienté, etc., je m'en rends pas compte. Par conséquent, puisque justement ma perception et mon intelligence est perturbée. Est-ce qu'il y a des signes quand même précurseurs ou alors des choses, des réflexes à avoir, parce que tu dis que c'est la deuxième cause de mortalité chez le sportif, c'est quand même un risque important. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent et qui font du sport en été, est-ce que tu as des recommandations à la fois pour éviter le coup de chaleur et puis pour le détecter avant qu'il arrive? Disons que c'est plus de la prévention, c'est-à-dire de la prévention, c'est se dire qu'à un moment donné, si on a une compétition et la température extérieure, par exemple, est à 28-30 degrés, et qu'on a une compétition sur une épreuve courte et on va fournir une intensité, c'est ça aussi. C'est-à-dire que, je viens de l'évoquer, c'est que c'est l'intensité de l'effort. Euh, on va être obligé de modérer cette intensité, parce que si on est sur une intensité très très élevée, avec une température extérieure très élevée, on prend un gros risque. Et c'est là peut-être aussi on va être dans une autre configuration, une nouvelle configuration des compétitions qui vont venir. Et on le faisait à une époque d'ailleurs, c'est qu'il peut y avoir une interdiction de faire une compétition à partir d'une certaine température, notamment température extérieure, avec un degré d'hygrométrie par exemple élevé. Parce qu'en fait, le problème de la compétition, c'est qu'on va s'oublier un peu puisqu'on est confronté, on est dans la confrontation. On a beau dire qu'on fait de la compétition pour soi, il y a quand même l'autre qui va nous pousser à être meilleur. Et ça peut être dangereux parce qu'on va s'oublier, entre guillemets, on va peut-être oublier de s'hydrater, on va pousser la machine parce qu'on va être poussé par d'autres. Et c'est là où c'est le danger, c'est là où nous, par exemple, sur La Réunion, on a vu quelques décès, malheureusement, à la fin de course, où c'est des épreuves aux alentours de entre 20 et 30 km, avec des chaleurs, des températures extérieures aux alentours des 30 degrés, avec un degré d'hygrométrie qui est proche des 60-70%. Donc là, oui. Ce qu'il faut, c'est vraiment de la prévention. Plus que finalement de se dire, bon, là, je prends un risque si je mets de l'intensité et en même temps, dehors, il fait très chaud. Donc a priori, à l'entraînement, il n'y a pas trop de risques. C'est vraiment l'aspect compétitif qui va nous pousser au Oui, dépassement et donc brouiller les signaux oui, naturels que le corps nous enverrait pour réguler justement cette intensité, eu égard à l'environnement et à la chaleur. oui, Et c'est ça. C'est que on le voit, ouais, on le voit bien. Désolé, mais par contre, ce qu'il faut bien dire, c'est pour affirmer cet argument, c'est qu'on a fait une recherche justement sur le Grand Raid là il y a 2 ans.
Et on leur a donné des petites gélules hein, pour mesurer la température. D'ailleurs, on leur a donné 3 gélules sur l'ensemble du Grand Raid. On avait 85 personnes qui ont bien voulu volontaires pour le faire. Et on s'est rendu compte que déjà ils avaient gardé les 3 gélules. Hein. C'est-à-dire, ça veut bien dire que l'intestin il fonctionne quand même au ralenti, même qu'on pourrait croire qu'il est. Voilà, ils ont conservé les 3 gélules. Et sur ces 3 gélules où on pouvait voir finalement la température corporelle interne hein, à l'effort. On s'est rendu compte que finalement la température ne montait pas très très haut, même quand ils étaient dans ma fat avec des températures très élevées, parce qu'ils avaient tendance à auto-réguler. C'est-à-dire, dans ces phases-là, ils s'aspergeaient, ils buvaient, ils diminuaient l'allure, parfois ils allaient un petit peu sur des coins d'ombre, etc. Il y avait aussi, des fois, on a quand même un peu des alizés, etc. Mais c'était l'intensité qui était importante. On s'est rendu compte que c'était vraiment l'intensité de l'effort. C'est-à-dire que à un moment donné sur le Grand Raid, finalement, on marche beaucoup. On va être ces personnes-là pouvaient être à 4-5 km/h. Mais quand on est, par exemple, à 18-20 km/h sur une épreuve où il fait très très chaud, avec un effort, par exemple, à fournir en montée, et qu'à un moment donné, c'est très encaissé, il n'y a pas d'air, etc., là, il y a une prise de risque. Ça paraît anodin, mais finalement, c'est très très important. Tu parles de l'hydratation. J'ai entendu plein de choses vis-à-vis de Mmh. l'hydratation, entre ceux qui disent que il faut calculer et boire 500 millilitres par heure, ceux qui disent qu'en réalité la meilleure chose à faire c'est de boire quand on a soif, les risques d'hyponatrémie, etc. Qu'est-ce que tu conseilles vis-à-vis de la stratégie d'hydratation? En fait, c'est déjà d'avoir une estimation à peu près sur l'effort. C'est-à-dire que c'est très singulier, c'est ça qui est difficile, c'est très singulier individuel dans le sens où il y a des personnes qui ont besoin d'un petit peu plus de boire parce qu'ils ont un système finalement de sudation qui est plus prononcé. Il y a des personnes qui vont te dire ouais moi je suis beaucoup, ouais tant mieux ton système il fonctionne bien. Quand d'autres vont un peu moins suer, qui ont besoin de moins entre guillemets d'avoir d'hydratation. Ceci dit, à un moment donné, on est obligé quand même. Alors nous, on a fait une petite étude. On était à peu près sur le Grand Raid, euh, on va dire aux alentours des 600 millilitres heure de liquide. Voilà, sur un Grand Raid. Globalement, donc ça pouvait varier évidemment jusqu'à au double. Certaines personnes, si on prend justement les extrêmes, hein, si on fait au niveau scientifique, sur ces versants-là, il y a des personnes qui buvaient 1,2 litre par heure, quand Hmm, d'autres vont boire énorme. peut-être 300 ou 400 millilitres. 300 ou 400 millilitres. Tu vois, c'est assez quand même. Mais globalement, c'était à peu près 600 millilitres. C'est pas tant que ça finalement dans des conditions de chaleur. On voit bien. Et puis dans les boissons, après, il y a aussi, est-ce que on avait posé la question, est-ce que vous mettez du sel ou pas? À peu près un tiers des personnes mettaient du sel. Voilà, un peu plus d'apport de sodium dedans. Et puis aussi après, il y avait la répartition un peu hydrique parce qu'on peut prendre des soupes par exemple, on peut prendre un petit peu de Coca-Cola enrichi en sel. Grosso modo, il y avait souvent à peu près plus de la moitié qui était en eau pure entre guillemets. Voilà. Et le reste sur des boissons un peu maison, des choses un peu salées, des versions avec un peu de coca ou de la soupe ou des boissons d'effort. Voilà. Mais le côté, de boire, oui, à un moment donné, dans un environnement chaud, il faut quand même justement que le système de sudation, on l'a évoqué, il fonctionne. Donc, si on veut suer, il faut apporter du liquide. Et après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est assez complexe aussi. Il y a aussi une répartition des masses sanguines, etc. Donc ça, on peut aussi en parler, mais c'est assez complexe parce qu'il y a une redistribution sanguine aussi au niveau des organes. Mais donc là, ce que j'entends, Eric, c'est que concrètement, on peut faire ce qu'on veut, parce que Hmm. t'en as qui boivent 300, d'autres qui boivent 1,2 litre, t'en as qui mettent du sel, d'autres qui mettent pas de Ça, sel, toi, tu connais? t'en as qui se font Hmm. du coca, d'autres qui mettent que de l'eau. Donc concrètement, en fait, y a pas de vérité, quoi. Il y a pas vraiment de recommandation. Bah non, c'est ça qui est bien et c'est non, non. En fait, les recommandations, c'est de trouver finalement et d'estimer, c'est ce que j'évoquais,
C'est comme si à un moment donné, c'est quand même fou l'être humain. On va faire une compétition, tu vas faire une compétition, c'est comme si on allait découvrir quelque chose. Ok, on va découvrir certaines choses. On va dans l'extrême, on est là pour ça, pour justement aller chercher de la souffrance. D'ailleurs, on paye souvent cher pour aller chercher de la souffrance. Et comment notre corps il va s'adapter et réagir à ça? Est-ce qu'on va pouvoir tenir aussi bien physiquement que mentalement? C'est quand même assez sympa. D'un autre côté, faut comprendre qu'il y a l'entraînement aussi. C'est-à-dire, on va s'entraîner et l'entraînement est fait pour apprendre à connaître son alimentation, son hydratation, etc. À un moment donné, on a quand même un plan prévu. Enfin, je l'espère. Moi, quand les gens ils viennent faire le grand raid, ils ont un plan un peu d'hydratation parce que ils vont de tel point à tel point. Ils savent que c'est des gros buveurs, donc ils vont peut-être prendre plutôt 1 litre parce qu'ils vont faire 1 heure ou 2 heures. Quand d'autres vont prendre peut-être 2 litres, quand d'autres vont prendre un petit peu plus, voilà, ou moins. Mais ce qui est important, c'est de savoir et estimer à peu près combien on est capable de boire et comment notre corps fonctionne évidemment vis-à-vis de l'hydratation. Si on n'est pas capable de le faire, c'est difficile de s'engager dans une épreuve dans laquelle justement on va chercher de l'extrême. Tu parles de l'entraînement justement. Si t'as pas vocation à faire une épreuve dans des conditions extrêmes, est-ce qu'il y a des intérêts, notamment hormétiques, dans le fait d'aller faire un entraînement en chaleur? Donc par exemple, je vais aller faire une séance de crossfit ou une séance de course à pied. Est-ce que j'ai intérêt à la faire à 7 heures du mat où il fait encore frais, ou est-ce que de temps en temps ça peut valoir le coup de le faire à midi en plein soleil? Et je pose la question notamment parce que on voit des avantages significatifs à la pratique du sauna par exemple, mais qui a un effort, enfin qui est une exposition aigu, qui est un stress aigu, peut-être beaucoup plus aigu que le fait d'aller courir 1 heure. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Pas du sauna, mais du fait de s'entraîner en chaleur. Moi, ce que j'en pense, c'est toujours de voir l'intérêt par rapport au projet, par rapport à l'objectif. Euh, Dès l'instant, est-ce que c'est un aspect performatif? C'est-à-dire qu'on va, à un moment donné, l'aspect performatif, c'est-à-dire toi, tu vas faire une épreuve là dans des conditions de chaleur, c'est une compétition, il y a une performance, tu vas essayer d'optimiser au maximum ton potentiel pour faire un résultat afin d'arriver à ton objectif, d'accord? Donc tu vas optimiser. Il y a un intérêt parce qu'il y a un produit final, il y a une performance et en plus elle est dans des conditions de chaleur. Tu évoques par exemple le côté du CrossFit. Le CrossFit, c'est plutôt, on va rechercher, enfin, même s'il y a de la compétition, on va chercher quand même des effets dans le CrossFit. C'est-à-dire, on va plutôt voir le côté de former, de travailler son muscle, de chercher des effets finalement liés au groupe, à cet aspect. Et si on n'est pas confronté à un moment donné aux conditions de chaleur ou qu'on n'est pas confronté à faire de la performance, il n'y a pas forcément d'intérêt. Voilà, donc autant rester dans des conditions, on va dire, idéales et correctes, bien ventilées. Voilà, parce que pourquoi aller chercher de l'extrême alors qu'on n'a pas ce projet d'extrême? Le côté de s'entraîner à la chaleur, ça a un intérêt, effectivement, on l'a vu, un peu comme l'altitude, pour performer. C'est vrai. C'est-à-dire le fait d'aller s'entraîner à chaleur va permettre à l'organisme finalement de rechercher une adaptation nouvelle qui peut permettre après d'être un petit peu plus performant. Ça, c'est vrai. Mais d'un autre côté, tout dépend du niveau. C'est ça que je vais évoquer. C'est-à-dire que est-ce qu'on va aller chercher beaucoup d'inconfort finalement pour au final, c'est quoi le projet? C'est quoi l'objectif final? C'est ça, moi, que je pose comme question. Et je l'ai évoqué, j'ai cité le sauna justement, et notamment j'ai vu donc il y a des avantages a priori au sauna, notamment dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Et j'ai lu aussi quelques papiers sur la potentialisation de capacités d'endurance et l'amélioration de performance en endurance avec la pratique du sauna. Est-ce que tu as des informations là-dessus? Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de recherches là-dessus. Nous, on est plutôt orienté sur le côté des effets physiologiques de cette acclimatation à la chaleur, notamment avec des courses de longue distance. D'accord? Euh,
le côté du sauna, quand on n'a pas le choix, il peut être intéressant pour finalement avoir des premiers effets d'acclimatement et des effets intéressants pour s'acclimater, parce que tout le monde ne vit pas comme nous à La Réunion dans des pays chauds. Donc il y a effectivement il y a eu un petit projet qui s'appelle Beat the Heat. C'était un projet de recherche justement par rapport au versant des sportifs, avec ce versant justement de pouvoir s'acclimater. Soit il faisait de manière massée, soit de manière un peu alternative. Et on voit bien que ce qui est intéressant de dire, c'est que quand on commence à travailler 15 jours assez consécutifs dans des conditions de chaleur, le corps il aime quand même assez bien ce versant-là. Mais après, il n'y a pas besoin forcément de perdurer. C'est un petit peu comme le versant de l'altitude. Quand vous avez fait, vous êtes resté 3 semaines d'acclimatation en altitude, est-ce qu'il y a besoin de rester après 1 mois et demi, 2 mois? Non. C'est-à-dire, ce qu'on va chercher, c'est vraiment après les effets derrière. On voit bien que le corps s'adapte rapidement quand même, et qui s'acclimate aussi assez rapidement, parce qu'une quinzaine de jours, c'est suffisant. Donc, par exemple, le sauna, c'est intéressant, ouais, pour justement provoquer un choc. Je sais que toi, t'es très intéressé, puisque tu fais un grand stage là-dessus, et je sais qu'il y a, du Fraisse, hein, c'est ça, qui travaille Ouais, sur Pierre. l'hormèse. Hein, je Ouais, vois. tout à Pierre fait. Dufresne, c'est ça, qui travaille sur ce principe d'hormèse, qui est la capacité du corps justement à pouvoir supporter ce côté antifragile, hein, de Taleb sur le version du corps. Hein, on l'a un peu transposé, mais on est tout à fait là-dedans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un sauna peut provoquer un désordre, et c'est là que ça va être intéressant. C'est-à-dire, il va provoquer un désordre et derrière une adaptabilité ou non, on va dire, hein, à plus ou moins long terme. Donc, je pense que le sauna est intéressant là-dessus, c'est-à-dire que oui, on va le mettre, on va pousser l'organisme dans un environnement de chaleur sèche, hein, surtout. C'est différent du hammam, qui est lui dans un environnement humide. Et comment votre corps va réagir? Bah, en fait, il va justement lui derrière travailler sur le côté organique, au côté de répartition des masses sanguines, sur l'hydratation, etc. Ça va jouer sur le côté rénal. Pas l'oublier, les reins, c'est vraiment l'organe le plus important pour nous. Pour ça, parce il va filtrer, et c'est lui qui va justement avoir ce système de filtration. Et en même temps, on a des capteurs au niveau rénal qui vont appeler finalement une réorganisation. On est super bien fait, hein. On a plein de petits capteurs qui va appeler une réorganisation dans notre cerveau pour que les répartitions sanguines se refassent. Tu vois, on est vraiment sur ce versant de l'adaptabilité. Ouais, d'ailleurs, j'avais vu, donc toujours dans la pratique du sauna, Mmh. une augmentation de l'hormone de croissance, de la production de glutathion d'hormones, Mmh. enfin de molécules antioxydantes endogènes, qui permettaient de tamponner notamment le stress oxydatif lié à l'activité physique. Et il y a aussi un petit peu cette idée de musculation des vaisseaux sanguins. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le sauna apporte des avantages en termes de prévention des maladies cardiovasculaires, de la même façon que le froid est vasoconstrictif, et donc à cette musculation des vaisseaux sanguins, bah, le chaud aussi avec sa vasodilatation. Donc voilà, donc potentiellement ça peut être intéressant. Je retiens aussi donc cette vitesse d'adaptation, et donc bah, je sais pas, Mmh. peut-être que pour les gens, même ceux qui préparent pas des compétitions, ce genre de choses, dans une phase de transition entre peut-être le printemps et puis l'été, pour se préparer justement à passer un été dans de meilleures conditions, bah, peut-être que ça peut être intéressant d'avoir cette exposition au sauna un petit peu voilà, pour garder le corps peut-être un petit peu plus adapté, et puis éviter cet accroissement du risque de mortalité lié aux fortes chaleurs, parce que malgré tout, et tu le disais, tu l'as cité, on est quand même dans un environnement qui évolue sur des températures de plus en plus chaudes. Tu as parlé de températures qui dépassaient 50 Mmh. degrés, c'est énorme, énorme, Ouais, énorme. ouais. En Inde. Euh, Mmh. Mmh. donc, Oui, c'est énorme. ok, bon.
C'est énorme, que ce soit en Australie ou en Inde, je pense qu'il y a des continents qui vont être fortement touchés. Après, on est sur un autre domaine, sur le côté des climatiques notamment et des urgences. Et puis après, on est aussi sur des versions, moi, qui m'intéressent fortement, c'est les comportements mentaux sur lesquels il va y avoir des flux de personnes et des flux migratoires et des choses sur lesquelles il va falloir accepter, Ouais, peut-être des se réfugiés restreindre sur climatiques, ouais. certaines choses aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. Pour revenir justement par rapport à ce que tu évoquais, mettre pour les auditeurs, s'ils vont dans des fortes chaleurs, nous on a évidemment des conseils. On avait dit donc l'acclimatation, c'est quand même la meilleure stratégie. Si vous allez dans un pays chaud et notamment toi tu vas y aller pour aller faire une compétition, c'est au moins arriver une semaine avant. Ok. Ça peut suffire une semaine avant. L'idéal, c'est une dizaine, quinzaine de jours, mais une semaine avant peut suffire pour justement pour aller un peu s'entraîner. Il n'y a pas forcément besoin, comme on le voit notamment dans des épreuves courtes. Par exemple, on voit sur le cyclisme, on le voit après. Mais eux, ils font en post-cooling, c'est-à-dire ce qu'on appelle du pré-cooling, c'est-à-dire de mettre des vestes avec des glaçons, etc. L'idée, c'est vraiment de partir bien hydraté déjà. C'est-à-dire que au lieu de faire du pré-cooling, il faut partir quand même avec une bonne hydratation, être suffisamment hydraté quand tu vas partir. Et puis après, derrière la course, évidemment, il y a pas mal de choses sur lesquelles on va pouvoir parler. Il y a une seule chose que moi, voudrais quand même insister et qui est très très importante, c'est la perte de poids. Euh, on a vu des courses aux États-Unis, et notamment, je pense à la Western State, qui a un environnement très chaud. Ils avaient à un moment donné décidé de peser les coureurs en milieu, voire aux deux tiers de course. Et si le coureur il s'était pesé au début et s'il avait plus de 2% de perte de poids, le médecin pouvait l'arrêter. Et c'est quand même assez fou, mais voilà, on évoquait le fait que à partir de 2% de perte de poids dans des conditions chaudes, c'était un danger pour l'organisme. Et nous, on a travaillé et on dit le contraire. On a vu que sur le Grand Raid, on avait des personnes qui avaient une perte de poids aux alentours des 5% et qui sont quand même arrivés, qui ont terminé après, avec un petit peu quand même, certes, de déshydratation, c'est évident, puisqu'on avait des appareils pour mesurer, salivaires, pour mesurer la déshydratation. Ils étaient fortement déshydratés, sauf que quelques heures après, il n'y avait pas besoin de faire de bain froid, il y avait un percooling quand même un petit peu à faire, hein, mais c'était pas dangereux. Et pourtant, ils avaient perdu 5%. Donc, il y a voilà des nuances. On voit bien les recherches sont faites pour continuer dans ce sens-là. Est-ce que le fait d'avoir une composition corporelle avec un petit peu plus ou un petit peu moins d'ailleurs de masse grasse joue là-dedans ou pas? Bah, en fait, on va dire que c'est le rapport poids-puissance. Hein. Dès l'instant, on est dans par exemple le trail, le vélo ou les sports d'endurance, on va dire. On va appeler ça les sports d'endurance. Il y a automatiquement un rapport poids-puissance. Et ce qu'il faut, c'est éviter d'emmener du poids supplémentaire. Donc il faut trouver le compromis entre son poids et sa puissance. Ça veut dire qu'on peut avoir du poids musculaire qui peut aussi être efficace. Donc c'est là où il faut relativiser le rapport poids. C'est-à-dire qu'il faut le mettre par rapport à la masse grasse. Et ce que tu évoques, le côté de la masse grasse, c'est important d'avoir quand même un tissu adipeux parce qu'il nous permet quand même de travailler, d'avoir cette réserve aussi hormonale et de production hormonale qui est fondamentale, notamment pour notre cerveau. Notre cerveau, il est gras aussi, hein. Notamment les cellules gliales, tout ça, c'est des choses où on a du gras. Donc c'est important d'avoir du bon gras et de la graisse. Mais d'un autre côté, on va dire la graisse entre guillemets inutile. C'est-à-dire que, alors, il y a des gens qui vont mesurer le côté poids-taille au carré, mais en fait, c'est pas suffisant. C'est vraiment de mesurer les plis adipeux et le ressenti de la personne aussi. Elle voit bien qu'à un moment donné, on est dans un plus ou moins un poids de forme. Moi, je suis des athlètes plus ou moins haut niveau.
Et on voit bien qu'à un moment donné, s'il y a une recherche de maigrir, en fait, ça va au détriment d'un consentement, déjà. C'est pas vraiment consenti, puis il peut avoir une sorte de dérive un petit peu anorexique qui est pas forcément bonne. Donc, c'est là encore la subtilité de l'accompagnement sportif et de la personne qui apprend à bien se connaître. Ok, bon écoute, on a fait un tour assez large de la chaleur, en tout cas dans ces différentes applications. Je te propose maintenant de faire un focus un petit peu plus précis sur Beyond the Ultimate. Mm. C'est une course de 5 jours en Namibie. Donc il y a des températures de potentiellement 40 ou 50 degrés la journée. Ça fait 255 km. Donc en moyenne, les épreuves font euh, 35 à 50 km par jour en autonomie. Donc je dois porter dans mon sac à dos mon sac de couchage, ma nourriture, etc. Ils fournissent l'eau quand même. Mais donc j'ai un sac à dos qui potentiellement fait entre 8 et 10 kilos, ouais, plutôt 10 kilos à porter. Et là-dedans, il y a une épreuve longue qui fera 80 km, je crois, le quatrième jour. Donc potentiellement, j'aurai encore le Mhm. lendemain peut-être 30 ou 40 km à faire. Là, j'ai fait d'ailleurs Aquaterra, donc un trail dans le Cantal qui était magnifique, vraiment très 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 beau. Et tu vois, rien que ces 80 km avec, je sais pas, on a peut-être eu quand il y avait du soleil et que j'étais pas protégé par la canopée des arbres, peut-être 28 ou 30 degrés. Et tu vois, déjà, je sentais à la fin de la journée une forme de déshydratation. Et donc après, le soir et puis le lendemain, j'ai bu beaucoup 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 d'eau. Donc, il y a plusieurs choses Mhm. qui m'intéressent. Déjà, avant même de parler de la course, il y a cette acclimatation. Donc, tu as parlé du fait d'arriver, si possible, une semaine avant pour s'acclimater à la chaleur. On a évoqué la possibilité d'utiliser le sauna dans la stratégie. Est-ce que tu as une idée de protocole de la façon dont je vais l'utiliser? Est-ce que je vais en faire tous les jours? Est-ce que 20 minutes, ça suffit? Voilà, ça c'est la première question. Et la seconde, est-ce que ça a du sens, par exemple, de mettre un chauffage dans une salle de bain et d'aller faire du vélo pendant 1 heure dans ma salle de bain, sachant que cette course-là, elle aura lieu au mois de novembre. Donc novembre, j'habite Mhm. à Évian, au bord du lac Léman, donc pas à La Réunion. Autant dire que ça sera presque l'hiver chez moi, donc pas forcément des conditions extrêmes en termes de chaleur. Mhm. Ce qui est intéressant et sur les éléments sur lesquels il faut sortir, c'est que ça reste quand même une course par étapes. D'accord? Donc ça, c'est quand même aussi quelque chose sur lequel il faut faire un focus. Euh, une course par étapes, mais où il y a une certaine autonomie à avoir, c'est-à-dire que tu vas porter aussi un certain poids. Alors je sais pas déjà, moi, les questions que je te poserais, c'est est-ce que déjà tu sais à peu près combien tu vas porter? Parce que par exemple, moi, j'ai eu l'occasion de préparer des gens au Marathon des Sables, et c'est vrai que le poids, faut trouver le compromis entre pouvoir amener sa maison et sa nourriture, entre guillemets, bien que l'organisation fournisse l'eau, ça c'est quand même un avantage, mais c'est de savoir à peu près combien le poids tu vas porter, par exemple, déjà. Oui, ce sera aux alentours de 8 kilos, je pense. Ouais, et 8 kilos, c'est pas anodin. C'est pas anodin, ça veut dire que 8 kilos, ça veut dire qu'il y a une consommation énergétique et d'oxygène, hein, et donc énergétique, qui va être supérieure. Donc ça veut dire que ça va limiter aussi le, l'intensité de déplacement. Donc, voilà. Mais quand même, tu vas fournir de l'énergie pour porter en plus ces 8 kilos. Ça, c'est avéré. Donc, les épreuves sur lesquelles il va falloir mettre un focus, c'est pas forcément le 80, parce que le 80, tu n'auras pas forcément, bien que tu vois, ça va rester long et dans des conditions de chaleur, mais ça va être les premières épreuves en fait qui vont être importantes, c'est-à-dire les premières épreuves qui restent assez courtes dans un contexte justement de chaleur. Et c'est là où il va être très très important d'amener finalement euh, des routines. Des routines. Donc là, si on parle entre guillemets avant l'épreuve, pendant l'épreuve et après l'épreuve, je pense qu'il faut dissocier les trois choses. C'est-à-dire que si on part avant l'épreuve, c'est vrai qu'il va peut-être pas falloir commencer un peu à s'entraîner avec des charges, justement, et éventuellement pas forcément tout de suite en conditions de chaleur, mais après, pourquoi pas avec des charges au moins quelques fois dans des conditions un petit peu plus difficiles.
Mais comme tu l'évoques, c'est compliqué d'avoir au bord du lac Léman les conditions de chaleur. Donc, et puis t'as pas forcément à disposition une thermoroom, donc j'imagine. Donc c'est pas forcément évident. Non, j'ai pas de thermoroon, Le, le, le- donc pour le fait de s'habituer à porter des charges, etc. Donc je fais du rocking où je porte un sac à dos que je peux lester, ouais. etc. Et puis je me suis déjà entraîné de toute façon. J'ai fait une première, un premier échauffement en Écosse avec mon sac de course et tout. Et puis j'ai pas de Mhm. thermoroom, mais j'ai un sauna dans mon salon et j'ai une salle de bain. Ah bah, c'est cool. Ça, bah, ça c'est déjà pas mal parce que. Alors moi je dirais c'est au mois de novembre, mais là on est au mois de juillet-août. Il va faire chaud normalement, non? Il Oui, va y oui, avoir tout des à fait. journées de Ouais. chaleur, Ouais. peut-être jusqu'au mois de septembre. Pourquoi ne pas profiter justement déjà de faire des petits rappels au corps, justement dans des conditions de chaleur, c'est-à-dire aller courir là où les températures vont être les plus élevées, et puis d'aller faire un effort avec un sac assez lourd et dans des montées, par exemple, proches de chez toi, où tu vois, il y a des conditions de chaleur un petit peu plus prononcées pour que le corps puisse justement commencer à s'adapter, à réguler, voir un peu comment ton corps va réagir et comment toi, tu vois, le côté de la déshydratation, comment tu vas apporter des éléments d'hydratation. Je pense qu'il faut toujours profiter de ces moments-là, même si on pense qu'ils sont un peu éloignés. C'est pas tant éloigné que ça parce que la compétition au mois de novembre va arriver vite. Moi, par exemple, je prépare des gens pour le Grand Raid. Juillet, août, septembre sont des périodes très très importantes pour justement préparer fin octobre, où on va commencer un peu à décharger, faire ce qu'on appelle le tamering, etc. après. Mais il est tout à fait possible là, et je sais pas si tu y as déjà pensé, bah, juillet, août et septembre, parce que des fois on a des bons étés qui se prolongent, de travailler dans des conditions de chaleur. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut le faire tout le temps, mais ça peut être fait voilà, pendant une semaine, de faire des choix de s'entraîner dans les conditions, parce que là, il y a des fortes chaleurs. Est-ce que toi, déjà, tu y as un peu pensé à ça? Oui, oui, bah, initialement, Aquaterra, là, que je viens de faire dans le Cantal, normalement, Mmh. il était censé faire beaucoup plus chaud que ce que j'ai eu comme condition. Et donc, c'était une première façon Mmh. de m'y préparer. Et puis, oui, oui, bah, évidemment, de toute façon, après, je m'entraîne tous les jours. Donc, naturellement, ben, je suis contraint par la météo. Par la météo, tu vois, les jours où il pleut, ben, je vais quand même m'entraîner alors qu'il pleut, et puis les jours où il fait chaud, je vais m'entraîner alors qu'il fait chaud. Ouais. Après, il y a justement les questions de d'adaptation et d'hydratation. Est-ce qu'il, tu vois, par exemple, dans des conditions comme ça, il peut y avoir des phénomènes de crampes, parce qu'on parle de perte de sodium, d'hydratation, de fatigue neuromusculaire aussi, qu'il peut y avoir, qu'on n'a pas forcément dans d'autres conditions. Donc, à voir aussi tu vois, comment toi, ton corps réagit Hmm. d'un point de vue neuromusculaire, d'un point de vue justement de ces pertes de sodium. Est-ce qu'il y a besoin d'apporter des électrolytes, par exemple, ou pas? Ça, c'est des choses aussi intéressantes parce que aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps doit s'adapter aussi d'une manière par rapport à ce que tu vas lui apporter comme nutriments, comme alimentation, comme hydratation. C'est pas le jour ou la veille que tu vas découvrir les produits qui vont bien et que ah ça y est. Et moi, c'est ce que j'évoque aussi un peu, c'est-à-dire jamais d'innovation les jours qui précèdent. C'est-à-dire on a un protocole, un process qui permet que le corps, bah, en fait, il a enregistré son microbiote, même son microbiome, hein, si on parle d'un point de vue plus général, de vraiment être adapté à déjà certains aliments, une certaine hydratation, certains. Parce qu'il y a des gens qui vont prendre plus ou moins, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est très divers. Et donc, toi, il faut que tu dises, est-ce que j'ai besoin un petit peu de sel? Est-ce que je me sens mieux? Tu vas tester tout ça. C'est dans l'action et dans l'expérience, l'exploration que tu vas tester tout ça aussi. Tu vois?
Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Pardon. Donc voilà. Donc là, il y a cette phase de découverte, de test, de la point de vue nutrition, d'un point de vue Mhm. hydratation. Donc du coup, tu m'as pas dit, est-ce que ça vaut le coup que j'aille faire du vélo dans ma salle de bain et des saunas? Euh, Après, l'idée, c'est que il faut voir à un moment donné vraiment l'intérêt. C'est moi, je suis de plus en plus, j'ai du discernement. Je suis parfois sceptique sur le fait que on va faire un focus sur quelque chose et on va finalement mettre tout son focus là-dessus. C'est pas le seul. Le corps, il est capable de s'adapter. Et si déjà tu fais, tu vois, des courses là et des randos et dans des conditions de forte chaleur, je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin de rajouter des choses qui viendraient se greffer pour dire que finalement on travaille. Tu vois, c'est un peu le côté Ouais, psychologique de se je dire parlais au mois de on va se novembre. rassurer. Donc j'ai au mois de novembre, il peut y avoir un intérêt, oui, oui et non dans le sens où ce qui va être important cette phase de novembre, c'est aussi d'arriver dans une condition physique et aussi mentale optimale. Et parfois, il y a des personnes qui en rajoutent, c'est-à-dire, oui, je dois absolument m'adapter, donc je fais ça. Puis finalement, ils mettent un process où ils vont fatiguer encore plus l'organisme. Je pense qu'à un moment donné, quand le corps a en mémoire, il y a vraiment une version de la mémoire cellulaire pour moi. C'est-à-dire que le corps, il a enregistré, par exemple, quelqu'un qui va faire de l'ultra. J'ai des personnes qui font des ultras. Il s'adapte, il enregistre. On est sur le principe d'Hormèse. Et au bout du compte, ça, c'est mis dans la mémoire cellulaire et il va le réactiver. Et je pense qu'après, il y a le côté de la proximité. Attention à la proximité le mois d'avant. Il faut être vigilant sur l'état de fatigue mentale qu'on va mettre sur le versant aussi de mettre dans des conditions entre guillemets contraintes, parce que le corps il a besoin aussi de régénérer. Il a besoin de se régénérer mentalement, physiquement, parce que généralement, on va dire 15 jours, 3 semaines avant, le plus gros est fait, normalement. Tu vois. Et c'est là où parfois, oui, allez, on va en rajouter, on va faire. Il peut peut-être avoir un petit rappel, mais par le fait du sauna, par exemple. Après, de mettre un vélo, je sais pas, dans des conditions avec euh, en Avec un plus, tu vas chauffage de payer salle des de bain. factures. Ah Ouais, voilà, ouais, tu vas payer des factures bien élevées. et puis c'est pas Tu très voudrais faire marrant. une thermoroom? Non, non, en fait, tu vois, il y a pas ce côté plaisir. Après aussi, est-ce que toi, tu viens en Namibie, est-ce que tu viens une semaine avant ou pas? Tu vois, ça va être primordial, ça. Hein. Oui, 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 oui. Est-ce que tu... Ouais, je Eh ben, pensais venir une semaine t'as avant. pas de Ouais. souci. Ok. Tu n'as Bon, pas bah de super. souci parce que tu vois, tu vas avoir un effet d'acclimatation et d'acclimatement de ton corps et il va réactiver tout ça. Tu vois, est-ce Ok. qu'il y a besoin de se fatiguer, tu vois, 3 semaines avant en étant dans ta salle de bain? Je te laisse y répondre, mais sincèrement, moi j'ai pas mal de discernement là-dessus et parfois enfin, le trop est l'ennemi du bien. Ok, intéressant. Maintenant, pendant la Mhm. course, donc tu disais que les premières étapes, en fait, seraient les Mhm. plus importantes. Est-ce que tu as des recommandations spécifiques à ça? Ouais, c'est une question de pacing de course. En fait, ce qu'on appelle le pacing de course dans le trail, c'est ça, c'est la capacité à regarder finalement quels sont les parcours et comment on va répartir notre énergie. C'est ça. Moi, je donne toujours l'image de la voiture électrique. Tu vois, par exemple, tu as une voiture électrique que tu vas charger et on imagine, par exemple, nous, le tour de l'île fait 200 km, 220 km. Ta voiture, elle peut, en autonomie, quand tu charges à 100%, tu peux faire 200, 220, d'accord, 230, on va dire, d'accord. Bah, en fait, notre cerveau, il est super bien fait. C'est que si je te donne la voiture et que je te dis fais le tour de l'île, mais tu peux faire 230, et bah, tu vas appuyer, ton cerveau va appuyer quand même une certaine force sur la pédale d'accélérateur de telle manière que je suis convaincu que tu vas pouvoir faire le tour de l'île. On est quand même assez exceptionnel. Ouais, ouais, c'est vrai. Sauf que ça, on a complètement oublié ça quand on va faire la compétition. C'est-à-dire que on est par altérité, il y a tout le monde, la foule, l'excitation, etc. Et ben en fait, on appuie.
comme si on avait notre voiture sur la pédale, ce qui fait qu'à un moment donné dans l'épreuve, bah, sur 170 km, bah, des fois, au 50e, il nous reste que 50% pour faire les 120 autres. On a utilisé déjà 50%. Donc, soit il va falloir recharger, soit, et ben, on voit bien que on va être obligé de décélérer complet, quoi. Tu vois? Et en fait, c'est vraiment ça le pacing, c'est de voir la capacité, tu vois, cette image et cette métaphore, je la trouve excellente de ce côté de batterie. C'est-à-dire, tu vas avoir plein d'étapes. Donc, tu as un pourcentage de batterie, mais tu pourras recharger le soir. Mais d'un autre côté, il faut de telle manière à non pas l'user complètement non plus, tu vois. Sur tes 30 km, c'est de voir que justement, le lendemain, il va falloir peut-être repartir sur 30 ou 40 km, et puis etc. Donc, il va avoir une stratégie, il y a une vraie stratégie de finalement d'optimisation de ton potentiel, c'est-à-dire l'hydratation, l'alimentation, de repartir avec des réserves énergétiques, de pas avoir de problèmes intestinaux, de perméabilité intestinale, etc. Tu vois, c'est ça aussi. Parce que dès l'instant où tu as un problème, par exemple, de perméabilité intestinale, parce que dans des environnements, on n'en a pas parlé, mais dans des environnements chauds, c'est ce qu'on nous va faire un peu des recherches là-dessus aussi, c'est qu'il y a une perturbation, tu vois, aussi intestinale. Et ça, si tu te vides, bah, les liquides aussi. Donc, ça va être très Et très comment dur, t'évites ça? tu vois, de le percer. Bah déjà, il y a pour éviter ça, alors c'est très personnel aussi et singulier, c'est-à-dire de donner une recette. Ce qu'on voit souvent, c'est quand même c'est l'agressivité du sucre quand même, tu vois, du glucose, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a sur le long notamment, il y a toute une perception des produits parce que le glucose c'est l'énergie, d'accord, on est bien d'accord. C'est la seule source pour alimenter la mitochondrie et pour justement générer de l'ATP. D'accord? Parce qu'il faut alimenter tes mitochondries et donc générer de l'ATP, donc il faut du glucose. Sauf que il peut être transformé de différentes manières. Le problème, c'est qu'il faut absorber du glucose, mais il est très agressif notamment d'abord dans l'estomac, et puis après, finalement, dans l'intestin. C'est quelque chose, si tu veux, parce qu'on a un effet, ce qu'on appelle Planchnik, c'est-à-dire que la répartition, on l'a dit, des masses sanguines va d'abord dans les jambes, puisque c'est un effort, Bien sûr. voilà. Et en plus, avec la chaleur, il y a encore plus de répartition de masse sanguine. Donc c'est là où tu vas trouver donc il va falloir être en fait très très prudent sur l'intensité que tu vas émettre. C'est-à-dire peut-être toujours moi ce que je dis, essayer un petit peu comme dans un jeu vidéo, d'avoir cette petite réserve de vie qu'on met toujours en haut de 10%. Ah, j'ai une vie quoi, tu vois là-haut. Ça veut dire que je pourrais accélérer, je le fais pas. Je pense aussi à avoir des process d'alimentation, d'hydratation régulière. C'est-à-dire que quand là il va faire très chaud et il va falloir hydrater régulièrement. Peut-être tu vas mettre une petite un petit bip ou toi dans ton cerveau toutes les 15 minutes de penser à se réhydrater parce que des fois ça c'est quelque chose qui arrive. C'est-à-dire moi je le vois par exemple sur les épreuves du Grand Raid, les personnes, tu les chopes au ravitaillement, tu regardes leur sac et putain, ils ont pratiquement pas bu, quoi. Et ça, c'est sûr que ça va mal se passer. Et je peux te dire à 99%, ça se passe mal. Ils ont oublié de boire. On peut oublier, tu vois. Donc, Et c'est important. tu dis que les glucides sont particulièrement agressifs à Oui. l'effort. Les lipides et les protéines le sont moins? Alors, oui, alors il y a d'autres concepts en ce moment qui se mettent en place, notamment sur des alimentations qui pourraient être un peu version lipidique. C'est assez, assez Contre-intuitif? paradoxal et ouais, contre-intuitif, mais il y a d'autres pistes là-dessus, ou au moins un petit peu modéré en sucre rapide, on va dire, hein. Voilà, même s'il faut du sucre rapide, c'est aussi le dosage qui est souvent agressif. Et notamment, je crois qu'il y a des alimentations qui sont basées sur par exemple, tout ce qui est noix de macadamia, cajou, qui sont broyées, etc., qui pourraient Hmm. apporter avec une quantité aussi de glucides lents, par exemple, apporter une alimentation un petit peu moins agressive.
Voilà. Ouais, mais j'aime Donc, bien, je sais. Mm. ouais, Mm. j'aime bien la Mm. marque Happy Run justement qui fait Mm. des bars à base d'oléagineux et de miel. Et tu sais, C'est t'as un ça. peu des enzymes dans le miel aussi. Et je vois que moi, je les digère très bien à l'effort. Alors que d'autres, tu vois, Baou par exemple, qui pourtant est bio, hyper bien sourcé, etc., mais peut-être plus riche en sucre, à chaque fois, ça me cause des soucis digestifs. Ouais, c'est singulier. Quand je dis c'est singulier, c'est toi. C'est-à-dire que moi, par exemple, là, j'avais un groupe, tout un groupe sur le Grand Raid, etc. Et là, quand j'entraîne, bah, la personne, là, elle était heureuse parce que, en fait, depuis 1 an et demi, elle souffrait de problèmes intestinaux sur les courses. Et c'était terrible, alors que la personne a un super potentiel. Voilà. Et en fait, elle a testé, elle a essayé justement ce genre d'alimentation. Elle a finalement aucun problème, a pu optimiser son potentiel, a fait une performance qui correspondait en fait à sa valeur. On voit bien qu'à un moment donné, l'alimentation en course, c'est quand même un des facteurs très très importants de la réussite de la performance sur les épreuves d'endurance, notamment en trail. Pourquoi? Parce que c'est un sport qui n'est pas porté. C'est complètement différent en vélo. L'alimentation, on ne peut pas la comparer. Là, en trail, on est quand même sur des sports où il y a de la montée et descente, où il y a des chocs, notamment en descente, et qui provoquent justement des spasmes, des perméabilités, etc. qu'on a, et des problèmes intestinaux. Souvent, c'est problèmes intestinaux, plus que des problèmes d'estomac. Et tu parlais tout à l'heure des problèmes rénaux. Il y a des choses pour éviter ça? Mhm. Bah, le rein, en fait, il est là, lui, comme élément fondateur du filtrage. Donc, dès l'instant où il commence à avoir des compositions euh, euh, un peu trop complexes, et en même temps, si lui, il est sous-hydraté, il va énormément souffrir. Donc, d'où l'idée, ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les problèmes rénaux qu'on va rencontrer qui vont être dangereux et pathologiques, euh, notamment sont souvent liés à une déshydratation. Voilà, donc, euh, faut bien comprendre déjà le cheminement, c'est-à-dire on a un cheminement déjà au niveau estomac, après intestin, et puis après il y a un filtrage rénal. Mais si le corps est sous-hydraté, le rein va énormément souffrir, il va pas pouvoir réaliser son rôle principal qui est de filtrer. Donc automatiquement, quand il n'y a plus de filtration, il va énormément souffrir. On va avoir on peut avoir des urines quand on commence à avoir les urines très foncées, voire marron. Ah, voilà, il peut y avoir finalement un petit peu d'inquiétude, et elle est légitime parce que elle peut provoquer, au-delà des calculs rénaux, c'est ce qu'on appelle, ce que tu as évoqué tout à l'heure, l'hyponatrémie, notamment. Euh, et, euh, et au-delà de l'hyponatrémie, il y a aussi d'autres symptômes qui peuvent être plus gravissimes, puisque après, la personne peut être dialysée. D'accord. Donc, le rein, en fait, il hérite en fait de toute la stratégie qu'on a mis en place, c'est-à-dire si on a oublié de s'hydrater, on a mangé beaucoup de sucre, mais sans s'hydrater, bah, le filtrage va pas être top top, quoi, tu vois. Et donc on peut augurer à un moment donné des problèmes un petit peu plus pathologiques qui peuvent être aussi dangereux. Voilà. On a vu l'avant, le pendant, des conseils pour l'après? Bah l'après, on pourrait dire, on pourrait évoquer le côté ce qu'on appelle le pair cooling, c'est-à-dire que le fait de refroidir derrière, et, euh, et pas forcément tout de suite vouloir manger absolument. Euh, alors il y a ce fameux de se réhydrater avec la bière qui dit voilà, on va faire la fête. C'est assez. Moi, je suis contrebalancé entre deux options, c'est-à-dire que derrière il y a un côté festif, et c'est bien parce que souvent on a terminé une épreuve, on va boire avec les potes, il y a le côté alcool, etc. Le seul souci, c'est la quantité, voilà, parce que l'alcool est un facteur de déshydratation. Donc on amène encore un phénomène de déshydratation, même si on pense que la bière et tout ça, voilà, mais elle déshydrate, l'alcool déshydrate. Donc quelque part, il faut être vigilant sur les quantités. Voilà, moi je dirais. Euh, je disais au niveau de tolérer les pertes de poids de corps, donc on peut quand même se peser avant-après, voir si finalement aussi il y a une bonne hydratation.
faut pas essayer forcément de compenser tout de suite la totalité des pertes hydriques. Il faut boire progressivement et ne pas forcément aller au-delà du signal de la soif. Bon, mais le signal de la soif est toujours intéressant, mais vraiment boire en petite quantité. Et puis effectivement, notamment réhydrater progressivement, puis après quand on peut manger, on commence. Alors par contre, toi, tu es un petit peu obligé de prendre en considération, parce que tu parles de l'après-course, mais toi, tu vas dans des courses par étapes. Donc, il y a une stratégie énorme à mettre en place sur le fait de bien réhydrater le soir, de bien réalimenter les aliments, etc., pour repartir, parce que tu vas repartir le lendemain. Donc, il y a les stratégies aussi de repos, de sommeil, de jambes en l'air, d'hydratation, d'alimentation qui vont être fondamentales. Ouais, les jambes en l'air, ça a un vrai intérêt? Bah, en fait, oui, dans le sens où il y a ce retour veineux quand même qui se fait. Ça a été des préconisations assez régulières souvent qui mettaient notamment dans les blessures ou les choses comme ça, c'est-à-dire pour faire le retour veineux. On est revenu à cette conception du froid, hein, notamment dans les blessures. Par contre, Ouais. là, ça peut être intéressant. Par contre, de faire du pair cooling, c'est-à-dire de pouvoir faire une douche froide, etc. après la course, ça peut être vraiment intéressant. Par contre. Ah, s'il y a Je doute. possibilité. Non, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait. Je pense pas qu'il y ait ce genre Des d'agrément. bains de glace, des choses là, ça peut être Non. intéressant parce qu'il y a vraiment un intérêt là derrière de refroidir l'organisme. Ouais. Et se mettre à l'ombre aussi, de la crème solaire et tout ça. Il y a toutes ces choses là qu'on n'a pas parlé, mais toutes Ouais, d'ailleurs, par ces rapport phases à de ça, protection. Mm. pour la protection, j'imagine que donc t'as parlé tout à l'heure de la convection, de l'importance des vêtements, donc il faut des Ouais. vêtements qui laissent évacuer la transpiration, mais pour autant qui soient suffisamment couvrants pour protéger des UV, protéger la peau des UV. Ouais, des tenues claires généralement on dit ou respirantes. Hein. C'est donc qui puissent ventiler, qui puissent aussi permettre d'enlever ce côté de la transpiration et en même temps d'avoir cette convection nécessaire. Après, se protéger évidemment la tête. Et le refroidissement, souvent on avait cette vieille connaissance qu'on a de refroidir la nuque, mais en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment refroidir là où il y a des artères. Donc l'intérieur des bras et l'intérieur des cuisses. Si on peut mettre voilà de l'eau froide voire glacée à ces niveaux-là, bah, on peut faire baisser un petit peu chuter la température. Parce que ce sont des endroits où il y a des processus artériels. Voilà. Au mois de juin, je fais la même chose dans la jungle amazonienne. Donc cette Mhm. fois-ci, la température est un petit peu moins élevée, mais une hygrométrie énorme. Donc justement, cette capacité de convection du corps est limitée et donc la sensation de chaleur, bah là pour le coup, on est plus sur du hammam. Est-ce que tes conseils seraient différents dans ce type d'environnement extrême? Ce qui va être important, c'est vraiment de pouvoir évacuer la sueur dans les conditions d'hygrométrie. Parce qu'en fait, souvent, ce qu'il fait, c'est qu'elle fait une pellicule et elle part pas. Et en fait, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la pellicule de sueur pourrait être comme un vêtement. Donc, ce qu'il faut essayer, c'est de temps en temps de pouvoir, si possible, trouver des cours d'eau ou mettre de l'eau qui permet justement d'évacuer un peu cette transpiration qui vient coller, qui vient s'agréger en fait. Donc c'est vraiment le côté de l'humidité, c'est un fait, comme on disait tout à l'heure, c'est cet effet cocotte minute, tu vois, qu'il faut à un moment donné évacuer. On est vraiment là-dessus, c'est-à-dire qu'on sent que le corps pourrait étouffer par rapport à ce degré d'hygrométrie. Ok, super clair. Eric, on a fait un bon tour, je pense, autour de la chaleur. Est-ce que y a des sujets qu'on aurait oubliés, des conseils supplémentaires que tu aurais aimé me donner ou donner à nos auditeurs? Bah, en fait, les conseils, c'est vrai que quand voilà, tu vas pratiquer du trail, voire de l'ultra trail, mais on est là sur des courses à étapes, on n'est pas tout à fait, même si tu as 80 km, on est quand même un peu dans le domaine de l'ultra. On est sur cette version d'apprendre vraiment
à gérer cette version de la souffrance. Là, c'est vrai, presque aussi un peu philosophique dans le sens où, voilà, l'idée, c'est ça, c'est presque stoïcien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir apprendre à souffrir. Et la douleur va t'arriver, elle est normale, et il faut peut-être se donner une échelle de douleur. Et ce qu'il faut, c'est éviter de se blesser. C'est-à-dire que moi, par exemple, les conseils que je peux donner souvent aux personnes, c'est de donner des échelles, d'intellectualiser. On a évoqué un petit peu en off tout à l'heure ce version du circuit de la récompense qui est fortement lié à l'émotion et finalement qui va envoyer des signaux à notre cortex préfrontal sur le côté exécutif. Et souvent, c'est des choses un peu générales. Mais nous, là, on a besoin, dans la conscience, de remettre un peu d'intellectualisation de la pratique. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est des échelles. Des échelles de douleur musculaire, une échelle justement d'hydratation, etc. Une note de 1 à 5, de 1 à 7, de 1 à 10, par exemple. Une échelle de douleur qu'il y a dans les hôpitaux, c'est 1 à 10. Le 10 étant le danger. Vraiment, et pour un ultra-trailer, par exemple, le 9-10, c'est synonyme que le corps va se blesser. Donc bah là, il y a un danger pour l'intégrité physique. Donc peut-être se poser la question de l'arrêt qui n'est pas grave dans soi, puisque on est sur un challenge. Et on sait très bien que le challenge, c'est difficile parfois d'y parvenir. Donc là, il y aurait tout un débat aussi sur le côté de l'abandon, et qui n'est pas vraiment un abandon, finalement, c'est aussi de l'intelligence. Une échelle de douleur, c'est vachement important. Par exemple, bah, si tu es dans ton épreuve de 80, j'en suis où? Je fais un petit check-up. Je suis à 5 sur 10 en échelle de douleur musculaire. Là, en hydratation, je suis à 7 sur 10. Va falloir que je m'hydrate un peu plus parce que là, c'est dangereux, quoi, tu vois. Bah là, ça permet déjà de refaire un petit focus, un peu intellectualisé, puis se recentrer, comme tout accompagnement mental, en fait, comme on dit. Pas quelque chose de général, pas sur le côté du roi soleil, mais sur le côté ma tactique, ma stratégie. Je reviens toujours à ça. Hein. Hyper intéressant. Parce que l'organisme souvent a tendance à partir un peu en live sur des choses globales. Et notre inconscient prend le dessus. Tu vois je vais pas réussir. Alors on va commencer à être dans une rumination. Et il y a 3 stades. Hein. Il y a 3 stades dans le mindfulness notamment. C'est toi, tu pourras te poser la question. Soit je rumine, soit je suis dans l'évitement, mais aussi il y a un évitement, il faudra en parler. Soit je suis dans l'acceptation. Et là, on est vraiment dans le stoïcisme, c'est-à-dire le côté j'accepte, j'ai choisi de faire cette épreuve justement pour être dans cet effort, pour voir un petit peu quelles sont mes limites, comment j'explore ça, comment je vais surmonter ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des belles performances et sortir un peu vainqueur de ça. C'est là où, pour moi, c'est le fondement de la pratique du trail et de l'ultra-trail. Ouais, c'est hyper intéressant. Bah, ça pourrait faire aussi l'objet d'un podcast. Pourquoi est-ce que on s'entraîne et on paye pour souffrir mais c'est vrai que c'est intéressant ces idées d'échelle parce que ça permet d'objectiver un état, de modifier la stratégie en conséquence et de pas être justement sur une espèce de rationalisation émotionnelle parce que moi tu vois j'ai tendance à une fois que je m'engage dans quelque chose à vouloir y aller coûte que coûte, tu vois, et puis voilà, à jamais vouloir abandonner. Donc ouais, donc même sans parler d'abandonner, justement cette histoire d'échelle, elle permet justement de pas en arriver là, tu vois, et peut-être un petit peu plus tôt de se dire ok, bah là ça vaut le coup de ralentir, peut-être même de me poser 5 minutes pour me reposer, justement reprendre un peu mes idées, etc. Donc très 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 précieux comme conseil, et donc ça me fait une transition parfaite sur ton travail de préparateur mental, et donc tu as aussi fondé une entreprise qui vise à aider les athlètes à performer dans la chaleur. Si tu veux nous en dire 2 mots pour les personnes qui nous écoutent, qui ont écouté cet épisode et qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie d'être accompagnés de façon personnalisée, parce qu'on l'a bien vu, il y a quand même beaucoup t'as donné plein de conseils et plein de pistes de réflexion, mais ça reste très très individuel. Donc comment est-ce qu'on te retrouve, comment est-ce qu'on travaille avec toi? Alors le premier point, c'est la startup qu'on a créée qui s'appelle Éruption. Donc il va y avoir une plateforme qui va sortir justement pendant le Grand Raid. Vous pouvez taper www.eruption.re.
Là, on est sur une landing page, mais vous pouvez voir un peu ce qu'on propose. On va faire des formations là-dessus, sur la chaleur, et on va amener beaucoup d'aspects scientifiques, notamment. On veut créer un cercle vertueux, aussi bien avec le côté scientifique, pas mal de chercheurs nationaux et internationaux, et en même temps, il y aura aussi une communauté qu'on veut faire dégager par rapport à ces conditions, c'est-à-dire l'ultra, tout ce qui est un peu sport extrême, mais aussi les conditions contraintes notamment dans les sports d'endurance, surtout dans les sports d'endurance. On est en plein branding là-dessus. Donc voilà, vous en saurez plus certainement au mois d'octobre. Et moi Donc personnellement, c'est une plateforme. Attends, pardon, j'ai une je société t'interromps, de Eric. prépa. Ouais, C'est une ouais, plateforme de plutôt je t'en prie. de formation, donc tu vas avoir des contenus, etc. C'est ça? Ah oui, oui, ça va être une grosse plateforme, hein, puisqu'on est incubé par la Technopole de La Réunion. Donc, ils nous aident. Ça va être vraiment un site avec une plateforme en ligne avec différentes entrées, notamment sur tous les aspects des articles scientifiques et des articles vulgarisés, mais aussi toutes les recherches qu'on va initier. Donc on va faire une communauté parce qu'on a aussi des personnes qui sont volontaires pour faire ce type de recherche. Et après, on va initier aussi à l'avenir des formations. Là, par exemple, on était tous les quatre dans le DU Trail qu'on a fait. Donc moi, je m'occupais de toute la tout le côté mental dans le DU Trail qu'on a créé à La Réunion. Bruno Lemarchand était sur les aspects pathologiques, notamment tout ce qui est blessures liées, etc. Lui, c'est vraiment son domaine, il est médecin du sport. Et Nicolas Bouscarène était, puisqu'il fait sa thèse sur la chaleur, lui, il était vraiment sur ces aspects chaleur. Et on a aussi Laetitia qui est biologiste, notamment, et qui travaille là-dessus. Donc, la plateforme, elle va alimenter toute une banque de données et puis après, à l'avenir, des formations dès 2025. Et on va être dans des DU, mais aussi des formations individuelles ou collectives. Ah oui, juste une chose importante, c'est de dire qu'à un moment donné, quand il y a des équipes, par exemple, qui viennent à La Réunion ou une équipe, par exemple, qui veut se former, on va être là aussi, nous. Alors, c'est une société, une entreprise, mais on va dire à but non lucratif. C'est-à-dire que tout l'argent qui va être généré, on va la remettre, nous, dans tout ce qui est recherche, matériel de recherche, etc. Parce que c'est aussi très coûteux. Voilà, ça c'est quand même une chose importante à évoquer. Bah oui, c'est extrêmement important. Et donc, de ce que je vois sur la landing page, c'est sur la science de l'endurance de façon générale et pas C'est seulement ça, sur la chaleur, même si la chaleur en est ouais, c'est ça. une Il y a expression. un élément. Voilà. C'est Et ça, donc, science de l'endurance. et donc, toi, tu es aussi préparateur mental. Mhm. Oui, alors moi j'accompagne en fait mentalement. J'avais passé une certification justement à Paris là-dessus. Après j'ai suivi la même formation que toi en neurosciences avec Guillaume Mathias qu'on salue, qui a été super. J'ai fait praticien niveau 2. Et puis après je me suis orienté davantage là sur le côté d'un diplôme universitaire d'addictologie. Et je suis vraiment là-dedans où je fais aussi des connexions avec notamment l'université de Grenoble, avec un chercheur qui travaille sur les effets, ça va te rappeler des choses, mais sur la dopamine, notamment mésolimbique et nigrostriée. Et on est vraiment sur ces recherches-là dans les sports d'endurance, avec aussi une autre personne, Manon, qui elle travaille sur les troubles du comportement alimentaire, mais pas que ça, sur ce qu'on appelle le REDS, qu'on appelait avant REDS, qui est le syndrome en fait, un syndrome où il y a, on pourrait faire tout un podcast là-dessus, qui est complexe, où il y a justement des altérations de la santé, parce que la personne fait beaucoup d'activités et elle n'arrive pas à compenser les pertes justement liées à cette activité. Et moi, donc l'accompagnement mental, j'ai aussi des sportifs de bon et de haut niveau et des chefs d'entreprise. Et on travaille sur pas mal de versants. Je fais quand même plutôt de ce qu'on appelle de la neurophilo. Donc d'une conception de comprendre un peu comment fonctionne le cerveau. Et puis après, on amène sur des vertus. Ça peut être Jean Kélévi, ça peut être Spinoza. Mais au-delà de citer, c'est vraiment des éléments profonds de l'être humain. Pourquoi, le pourquoi, comment et quoi, etc. Toutes les questionnements qui sont liés à notre vie, hein, l'infinitude de questionnements qu'on peut avoir à l'avenir.
Ouais, passionnant. Je mettrai de toute façon tous les liens dans l'article lié. Donc ton site, on te retrouve aussi sur LinkedIn. Tu animes un podcast Mhm. également, Secret du mental, Oui. c'est ça? Ouais, alors Et j'ai podcast Nolio. Ouais, en fait, c'est Secret d'endurance. Secret Secret d'endurance, d'endurance pardon. by Nolio, où là, j'interroge des... Et aussi des causeries à l'université, parce que je travaille aussi à l'université. Je suis directeur du service des sports. Faut pas l'oublier, c'est quand même ma mission première. Mais en fait, là, on travaille beaucoup sur la santé mentale et la santé physique au niveau de nos étudiants, de nos personnels, et on a créé des causeries du sport. Et là, on est dans la deuxième session. On parle beaucoup justement, j'amène des connaissances sur cette version de l'accompagnement mental, au moins en les vulgarisant, en essayant de provoquer un peu des lectures, des recherches là-dessus, que les gens puissent se former. Et oui, une vie prolifique, Eric, à l'image de tous les contenus que tu consommes, que tu lis et que tu documentes. Écoute, un immense merci pour tous ces conseils, pour cette approche holistique du sujet de la chaleur, qui est d'autant plus d'actualité puisqu'on entre dans l'été, on enregistre le 17 juillet. Donc merci à toi pour tous ces partages et puis au plaisir de poursuivre nos échanges. On a ouvert quelques portes, tiré quelques fils qui pourront être creusés à l'avenir. Ouais, bah, merci David, et puis bonne préparation sous les tropiques d'Annecy, si on peut dire comme ça, dans la chaleur. Merci Eric.